Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Avant-guerre, il était rare en fait en France que des savants déposent des brevets. L'usage était de ne jamais considérer la science comme une source de profit et la demande de brevet a été déposée le 4 mai 1939. En ces temps de tension, on va dire européenne d'abord, le président du Conseil, ministre de la Défense nationale, a répondu le 20 juin 1939 par un oukase interdisant simplement la divulgation de ce brevet. Il a décidé par un arrêt sans appel, je cite, « Le brevet déposé le 4 mai 39 sous le numéro provisoire 445 686 et dont le titre est « Perfectionnement aux charges explosives » devra en tout état de cause demeurer secret. » Aux États-Unis, il a été enregistré seulement le 30 avril 1946 avec le titre « Explosive Charge ». Mais la bombe américaine avait, elle, déjà presque un an d'existence réelle. Les anticipations françaises de 1939 étaient, vous l'avez compris, complètement dépassées. Dans la première moitié du XXe siècle, les Allemands étaient, eux, passés maîtres dans l'encerclement des industries concurrentes, notamment anglaises et françaises. Dès qu'un produit, en fait, risquait de prendre un intérêt industriel, les inventeurs brevetaient toutes les applications possibles et imaginables. Grâce à cette méthode, insidieuse, vous allez dire, mais effectivement très efficace, les Allemands ont mis la France et bon nombre de pays industriels carrément sous leur coupe. Dans l'affaire des brevets atomiques, les inventeurs français se sont tout simplement inspirés du modèle germanique. Les 3 savants atomistes français ont donc déposé 3 brevets de droit privé en mai 1939, mais dont les frais de dépôt en France et à l'étranger ont été pris en charge par la Caisse nationale de la recherche scientifique en son nom. Caisse nationale de recherche scientifique, CNRS. On a mêlé donc droit privé et droit public avec cette complication supplémentaire que le cas numéro 3 était par nature propriété de l'État. L'article 77 du Code pénal français punit d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle ceux qui, sans autorisation, transmettent à une puissance étrangère des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention ou à une application industrielle intéressant la défense nationale. Suivez mon regard, tout ça vient bien entendu de l'affaire Dreyfus. Les savants étaient tenus au plus grand silence s'ils voulaient éviter la prison. Jamais officiellement, le brevet numéro 3 n'a été porté à la connaissance d'une puissance étrangère. En octobre 1939, le fameux CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique, a donc pris en charge les frais juridiques et s'apprêtait même à fonder une société pour trouver un arrangement avec les inventeurs et les autres partenaires industriels. La société, filiale du CNRS, mais de droit privé, aurait pris le nom de Société anonyme pour l'exploitation de l'énergie nucléaire, la SPEDEN. Indispensable si on veut passer une convention avec la société privée qui, seule au monde, disposait de tout l'uranium nécessaire. L'Union minière du Haut-Katanga, dont les actionnaires étaient de nationalité belge, a mis comme condition que dans la société mixte d'exploitation qui serait ultérieurement constituée, le CNRS aurait une représentation majoritaire au sein de la société. Avec Daladier, dès juin 1939, le projet de société mixte a été mis en délibération en mars 1940. L'affaire était inextricable. Combiner les intérêts de l'État français à travers le CNRS, respecter le droit des inventeurs, associer une compagnie privée étrangère pour des inventions à venir, le projet est à nouveau examiné le 30 avril et le 3 mai 1940, au moment où l'armée allemande va se ruer sur la France. Il ne vit jamais le jour. Aucun accord définitif ne fut jamais signé entre l'État et les savants. On imagine ce que cette société aurait pu, imaginez un peu, recevoir en royalty si la proposition d'accord prévue avec l'Union minière avait réellement vu le jour. Il était prévu en effet que dans tous les pays du monde, l'UMHK recevrait 50% des parts et la Caisse nationale de la recherche scientifique 50%, à charge pour le CNRS de reverser aux savants une partie des gains réalisés. Imaginez un peu. Les dépôts simultanés des brevets civils et du brevet militaire, numéro 3 donc, montrent que dès l'origine, les applications civiles et militaires de l'atome sont nées comme des sœurs siamoises. Et Joliot s'est engagé comme des dizaines d'autres savants au service de la défense nationale. Presque tous les savants ont fait ce que les Monge, Berthollet et Laplace avaient accompli jadis, à l'époque de la Révolution.
Ils sont devenus ingénieurs d'armement, à l'image des Werner Heisenberg en Allemagne, John Cockcroft en Angleterre ou Robert Oppenheimer aux États-Unis. Mais la défaite de 40 va priver les ingénieurs français du fruit de leurs recherches, vous l'imaginez bien. Les vraies recherches pratiques sur l'énergie nucléaire ont réellement commencé en France dès la fin août 1939. C'est ça qui est fou. Dès le 23 août, des travaux sur la rupture explosive de l'uranium et sur la production de réactions en chaîne divergentes s'effectuent au laboratoire de synthèse atomique du Centre national de la recherche scientifique, section recherche pure. À la fin du mois de novembre 1939, Joliot écrit à Raoul Dautry, qui est ministre de l'Armement du cabinet Daladier, une lettre strictement confidentielle, mais l'avantage c'est que, vous le savez, nous, les historiens, nous avons tout, on sait tout aujourd'hui. Monsieur le ministre, dit la lettre, faisant suite à notre récent entretien relatif à la libération de l'énergie atomique de l'uranium, je me permets de vous adresser ci-joint un rapport confidentiel sur cette question. On sait depuis longtemps que les phénomènes de radioactivité et de transmutation naturelle ou provoquée s'accompagnent d'un dégagement d'énergie plusieurs millions de fois plus grand que celui qui accompagne les réactions chimiques à égalité de masse transformée. Le savant ajoutait qu'un gramme d'uranium donnerait lieu à un dégagement énergétique de l'ordre de 20 millions de kilocalories, soit l'équivalent de la combustion de 2,5 tonnes de houille. Un gramme d'uranium donnant l'équivalent de plus de 2 tonnes de houille, vous avez bien compris. L'image est assez évocatrice, je crois qu'on peut le dire, pour faire comprendre l'enjeu. Ce ministre, polytechnicien, membre des gouvernements Daladier et Paul Reynaud, apprend qu'un mélange convenablement constitué d'uranium et de deutérium présente dans l'état actuel de nos connaissances toutes les conditions favorables au développement de réactions en chaîne et par conséquent au dégagement massif de l'énergie atomique. Et Joliot va se rendre compte dès l'automne 1939 que la France n'aurait pas les moyens de mettre sur pied la séparation isotopique de l'uranium-235. Il va falloir attendre la construction de Pierre Latte, près d'un quart de siècle plus tard, pour que se réalise l'anticipation française de novembre 1939. Oui, les Français étaient en avance. Le savant préconisait donc une méthode plus simple que celle de la séparation isotopique, celle qu'il appelait la méthode B. La méthode B, je cite, la méthode B de remplacement de l'hydrogène par le deutérium paraissait en effet une application presque immédiate. Et il demande aussitôt les produits chimiques nécessaires pour réaliser l'expérience d'une réaction en chaîne, de l'uranium métallique et de l'eau lourde. Pour l'uranium métallique, c'est assez facile. Il savait qu'un procédé nouveau avait été mis au point par la Metal Hybride de Clifton, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Il écrit donc au ministre qu'on aurait besoin de 400 kg d'uranium métallique, ce qui représente une dépense de 16 000 francs de l'époque.